Bonjour, bienvenue à Envers et en affaires. Cette semaine, on reçoit Martin Cahouette, qui est professeur et titulaire de la chaire de recherche en autodétermination et handicap à l'UQTR. Puis on a vraiment eu des discussions super enrichissantes. T'sais, au départ, je vais être honnête, je ne voyais pas nécessairement le lien entre le développement durable et l'intégration des personnes en situation de handicap dans une entreprise. Mais finalement, ça a donné lieu à des échanges vraiment intéressants. Effectivement, puis pour ma part, l'environnement, c'est clair qu'être vert, c'est de prendre soin de la planète. Mais j'ai réalisé dans cette discussion-là qu'en réalité, c'est pas juste la planète puis ce qu'on en fait, mais aussi les gens qui y habitent et qui sont parfois peut-être mis un peu plus à l'écart. Donc, j'ai vraiment aimé notre discussion moi aussi, puis... on part ça? On part ça! Alors, bonjour Martin. Bonjour. On se connaît là, dans le cadre d'une partenariat qu'on a fait dans mon entreprise. Mais pourrais-tu nous dire un peu ce que tu fais là, dans la vie, puis dans quel domaine tu travailles en fait? Oui, bien en fait, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je travaille essentiellement au niveau de la recherche, particulièrement auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes autistes. Donc, je suis titulaire d'une chaire qui est la chaire autodétermination et handicap, où on travaille avec des étudiants, des professionnels, des milieux partenaires, des entreprises, mais aussi beaucoup de partenaires communautaires du milieu de la santé, pour développer différents moyens, différentes stratégies pour permettre aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, aux personnes autistes de prendre pleinement leur place dans la société et de pouvoir jouer des rôles, notamment là, en entreprise. Puis quand j'ai appris, en fait, qu'on te recevait aujourd'hui, je m'étonnais, j'étais comme, OK, ce serait quoi le lien pour toi que tu vois dans la vision du développement durable et ta chaire de recherche, en fait? Oui, bien en fait, la question du développement durable est liée étroitement à la question du développement social. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est mis de l'avant beaucoup par les Nations unies dans les objectifs, en fait, de développement, de lier ces deux éléments-là parce que les personnes qui composent, en fait, avec certains défis, sur le plan de leur capacité, bien, sont les premières personnes qui sont impactées par les changements climatiques, qui sont impactées, en fait, par la crise écologique qu'on vit. Donc, nécessairement, bien, il faut réfléchir à comment on est capable de considérer leurs particularités et comment ça peut aussi nous influencer dans les actions qu'on met en place sur le plan de la transition écologique. Et j'ajouterais aussi, bien, ce sont des personnes qui, sur le plan économique, sont souvent désavantagées. Il y a un niveau de pauvreté qui est plus élevé. Donc, tout le secteur, en fait, de la transition écologique, bien, peut devenir un lieu extrêmement important pour permettre l'embauche de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou encore des personnes autistes. C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, de mon côté, j'ai souvent lu justement l'aspect développement durable de l'ONU, justement, puis je me disais, en vrai, de les inclure, ces gens-là, c'est de ne pas les laisser derrière, autrement dit. Mais en réalité, ce que tu dis, c'est qu'ils sont plus vulnérables au changement, donc de les inclure dedans les mesures, c'est de leur enlever une certaine précarité, en fait, c'est ça? Il y a toute une portion d'injustice climatique aussi, un peu, j'ai l'impression, là-dedans. Exactement. Puis en fait, la chaire dont je suis titulaire, c'est la chaire autodétermination et handicap. Puis le mot autodétermination est important parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est leur redonner du pouvoir sur leur vie, sur leur quotidien. Et justement, dans cette crise écologique qu'on vit, dans cette transition, bien, faire en sorte que les personnes puissent être partie prenante d'emploi dans le secteur, qu'elles soient considérées dans les changements qui ont cours, bien, c'est une façon aussi de leur redonner du pouvoir sur leur quotidien, sur leur réalité. Et comme tu le dis, s'assurer qu'elles ne soient pas laissées derrière. Dans ça, OK. Puis est-ce que tu dirais que les gens... Puis j'aimerais ça qu'on aille tout de suite sur l'appellation qu'on leur donne, parce qu'on dirait que là, je marche un peu sur des œufs, puis tu sais, j'en côtoie à tous les jours, puis je pense que tu sais bien que je les respecte là, comme n'importe qui d'autre. Mais est-ce que, comment qu'on les appelle, dans le sens où je veux pas leur manquer de respect, nous, on a tendance à utiliser les termes comme usagers ou personnes DITSA. Comment que toi, tu utilises les termes, mettons, là, pour définir... Bien, c'est une bonne question, puis je pense que c'est une belle preuve de sensibilité aussi. Puis souvent, la première réponse, la réponse courte, on va souvent dire, bien, on va appeler les personnes comme les personnes ont envie qu'on les appelle. C'est souvent ça la première chose, mais quand on dépasse ça, en fait, on utilise souvent une expression qui est l'expression être neuroatypique. Puis qu'est-ce que ça veut dire être neuroatypique, en fait? Bien, on a une
cognitivement, en fait, on reçoit des informations, on apprend, on traite avec notre environnement, tous d'une façon qui est un petit peu différente. Puis il suffit de regarder autour de nous. Il y a des gens qu'on connaît qui ont une capacité d'attention pointue, d'autres qui vont être plus facilement déconcentrés. La mémoire est différente. Il y a des gens qui ont une capacité d'inhibition, de retenir une idée avant de la nommer, alors que d'autres, quand ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire tout de suite. Donc, on a tous un fonctionnement cognitif qui est un peu différent. Et dans ce fonctionnement-là, bien, il y a un fonctionnement qui est celui qui rejoint davantage la majorité. Donc, ça, on va parler de neurotypique à ce moment-là, mais il y a des gens qui sont un peu à l'écart dans leur façon de traiter l'information cognitivement. Et là, c'est là qu'on va parler de personnes qui ont un fonctionnement neuroatypique, donc qui n'est pas celui de la majorité. Donc, parfois, quand on parle de personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est des personnes, en fait, qui ont certaines capacités qui vont être déficitaires. Donc, parfois, par exemple, une capacité à traiter l'information, à comprendre l'information qui est parfois un peu plus impactée, ou ça va prendre un peu plus de temps. Alors que les personnes autistes vont avoir d'autres enjeux, en fait, notamment au niveau des sensibilités à certains stimuli de l'environnement, au niveau de la communication, ça va poser un certain nombre de défis. Je pense qu'il est important de se dire, c'est que l'idée, c'est pas une idée de performance. C'est-à-dire que on a un fonctionnement qui est différent. Donc, le fonctionnement cognitif est différent pour les personnes neuroatypiques. Donc, par exemple, dans un contexte d'entreprise, c'est toujours de trouver la stratégie qui va permettre de s'ajuster au fonctionnement de la personne pour lui permettre d'apprendre. Mais je pense, pour répondre là, à la question, je pense que c'est important d'être sensible puis d'avoir un vocabulaire qui met de l'avant les capacités des personnes. Tu sais, la personne qui est neuroatypique, qui est dans un milieu de travail, ben c'est un travailleur, c'est un employé, c'est une personne à part entière. Donc, on évite tout le vocabulaire infantilisant, puis on met de l'avant, justement, à travers les mots qu'on choisit, ben les forces des personnes et leurs capacités. C'est intéressant. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il y a une différence entre quand on va parler d'un département, exemple, où il n'y a que des travailleurs qui sont justement neuroatypiques. Donc, on va peut-être utiliser un vocabulaire qui va être plus commun entre nous, oui. Au même titre qu'un département va être nommé d'une certaine façon, mais que c'est pas pour mettre un label ou quoi que ce soit, mais quand on s'adresse aux gens, de s'adresser comme s'ils étaient comme nous, en réalité, je pense que c'est la meilleure preuve d'inclusion, plutôt que de les... Justement, on dirait que des fois, moi, ça me dérange de dire comme soit les personnes des ITSA, parce que c'est comme si tout de suite, on vient comme faire, OK, il y a une différence notoire. On leur colle une étiquette. C'est ça, puis c'est comme si... Parce que, à l'inverse, dans leur fonction, comme tu dis, quand on leur trouve une façon de fonctionner qui est adaptée à eux, bien, ils sont aussi performants ou plus que des personnes neurotypiques. Fait qu'alors, absolument. En vrai... Travailleurs, je pense que c'est un mot à adopter, en tout cas, dans notre espace à nous, là, dis-moi. Puis je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de s'assurer qu'on ne réduit pas les personnes à une étiquette, par exemple. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, ben, c'est pas juste une personne qui a une déficience intellectuelle. C'est un travailleur, c'est peut-être un ami, un frère, une sœur. C'est notre personnalité multidimensionnelle. On peut nommer que la personne est neuroatypique pour des fins de... Parce que des fois, il y a une différence qui est notoire aussi, pour pas que la personne fasse comme coudon, tu sais. Des fois, socialement, c'est un peu plus difficile. Fait comme que la personne soit mise en contexte de comme, tu sais, c'est pas contre toi, c'est juste que telle personne a une différence au niveau social et un peu moins habilité, exemple, due à telle chose. Mais de là à dire comme, c'est un ci ou c'est un ça, ben là, officiellement, je pense que ça vient comme... C'est ça, exactement. Puis comment on ramène ça, justement, dans un milieu d'affaires, parce que le podcast s'appelle Envers et en affaires, là, on comprend que le mot envers, c'est pas juste l'environnement, mais tous les points que l'ONU amène en matière de développement durable. Mais de l'autre côté, en affaires, comment qu'on arrive justement à faire comprendre à un entrepreneur dans la cinquantaine, mettons dans une shop, qui est jamais souvent... parce que, je veux pas, il y a des labels des deux côtés, officiellement. Tu sais, il y a des stéréotypes aussi du côté du gars de shop qui comprend à peu près rien d'autre que ce que lui fait, puis qui veut rien comprendre d'autre non plus, puis c'est pas parce qu'il est pas intelligent, juste parce qu'il est très résistant au changement. Comment qu'on amène les deux différences de
dans leur polarité, si on veut, là, à se rejoindre au milieu puis faire comme on peut faire un mix possible. Comment tu arrives à faire ça? Bien, en fait, c'est la question que ça pose, c'est quelle est la place des personnes neuroatypiques sur le marché du travail? Puis comment on peut finalement leur faire une place? Les études qu'on mène sur l'inclusion en emploi des personnes, notamment qui ont des déficiences intellectuelles ou des personnes autistes, ce qui est mis de l'avant, en fait, par les entreprises, c'est que ce sont des employés qui, oui, vont poser parfois des défis sur le plan de l'apprentissage des tâches, de l'inclusion, de l'intégration dans le milieu du travail, mais qui, en même temps, vont avoir des forces qui les distinguent avantageusement aussi des employés neurotypiques. Donc ça, c'est important. Puis souvent même, ce que les employeurs vont nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, l'embauche de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autiste n'a pas un impact négatif sur la rentabilité de l'entreprise. L'exemple que je vais donner, bien, une caractéristique qu'on remarque souvent chez les personnes neuroatypiques, c'est que c'est des gens qui sont c'est des personnes très loyales, donc qui vont souvent se rester auprès du même employeur. Donc, pour un employeur, par exemple, qui souhaite une stabilité de son personnel, bien, c'est quelque chose d'intéressant à considérer parce que c'est souvent une des caractéristiques qui les distingue. Même chose aussi au niveau du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, ce qu'on remarque souvent, c'est que les personnes vont s'engager, mais vont développer aussi un sentiment de fierté de travailler dans ce milieu-là. Et ça, pour un employeur, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est clair. J'ajouterais aussi également, ce qui est intéressant, tout dépendant de la nature de l'entreprise, le fait de considérer l'embauche de personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou de personnes autistes, bien, c'est aussi une façon pour un employeur de manifester sa sensibilité à une certaine forme de justice sociale. Et ça, c'est bon quand on le met en valeur, notamment dans un rapport avec une clientèle, avec les autres travailleurs également de l'entreprise, ou c'est aussi une façon comme employeur de témoigner, je dirais, de ce souci-là. Maintenant, évidemment, tout le défi va être sur comment on fait les choses, comment on peut bien faire les choses pour y arriver. Puis ça... Tu me devances un peu, si je voulais en rebondir un peu là-dessus. On a parlé des 17 objectifs du développement durable des Nations unies. Là-dedans, on retrouve l'éradication de la faim dans le monde, l'égalité des sexes. Et justement, ça aussi, ça rentre beaucoup là-dedans. Comment on fait un peu le parallèle? Tu disais aussi au début, comme quoi ils ont... l'environnement autour d'eux, il y a un impact peut-être différent. Tout ça, comment on englobe ça justement en entreprise pour bien les intégrer, savoir un peu comment les changements climatiques, ça les impacte, puis venir faire le lien avec le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. On parle de justice sociale, on parle de plein de mots, mais tout ça, on dirait qu'ils sont un petit peu pêle-mêle, mais comment qu'on les remet ensemble? Puis comment réussir l'intégration, justement, dans le sens où là, c'est bien beau, tu nous dis, favoriser l'intégration de des personnes déficientes autistes en entreprise, mais si j'en ai une qui postule, exemple, comme un employé parfaitement régulier, nous, ce qu'on a observé, c'est que les chances que ce soit un succès sont quand même assez limitées. Fait que comment, justement, on fait pour, justement, comme ramener tout ça ensemble, comme Sabrina dit, puis faire comme, on va en faire un succès, et non un autre échec pour cette personne-là qui doit en vivre une puis une autre dans son développement au final. Bien, la première chose qu'on peut se dire, c'est que cette question-là, elle est incontournable pour toutes les entreprises. Parce que quand on considère en fait tout ce qui est de l'ordre du handicap, on parle quand même, là, il y a une proportion de la population, en fait, qui est croissante, qui se retrouve en situation de handicap. Donc, il doit composer avec un handicap qui est plus ou moins important selon le cas, mais on parle de 15 à 20 de la population. Parce que les soins de santé étant de plus en plus avancés, les gens vivent plus longtemps, il y a des enfants qui sont sauvés plus tôt, qui composent avec le handicap. Donc, c'est dire que c'est une population, c'est une proportion, c'est la minorité la plus importante dans le monde, les personnes en situation de handicap. Maintenant, ben, il y a deux logiques souvent qu'on met de l'avant par rapport à l'entreprise. Il y a une logique qu'on va nommer d'intégration, puis une logique qui est une logique d'inclusion. Donc, qu'est-ce que c'est une logique d'intégration en emploi? Bien évidemment, une entreprise qui fonctionne, qui a des façons de faire très précises, qui sont déterminées, qui peut avoir une chaîne de montage ou une chaîne de production, disons. Quand on est dans une logique d'intégration, on va, par exemple, chercher à adapter un poste de travail aux caractéristiques des personnes. Et là, on peut aller chercher le soutien, par exemple, d'organismes qui offrent un accompagnement pour l'intégration en emploi, qui peuvent venir conseiller, par exemple, l'adaptation d'un poste en particulier aux caractéristiques des personnes, et là, faire en sorte que la personne soit capable d'occuper l'emploi puis à un niveau de performance comparable à un
un autre employé finalement dans le même poste. Ça, c'est vraiment la logique d'intégration et je dirais que c'est la logique qui a été là, qui est là, depuis le plus longtemps. Il y a une autre logique qui est une logique davantage d'inclusion. La logique d'inclusion, en fait, c'est une logique où on va réfléchir à comment l'ensemble de l'entreprise peut être pensé, peut être réfléchi pour être accessible au plus grand nombre de personnes. Donc là, on ne va pas penser nécessairement en termes de déficience intellectuelle ou d'autisme, mais on va vraiment réfléchir à la structure de l'entreprise et comment cette entreprise-là, en fait, peut être le plus inclusive. On va se donner des exemples très concrets. Par exemple, une personne autiste va être particulièrement sensible à la luminosité. Donc, par exemple, les lumières plus bleutées, c'est quelque chose qui peut être particulièrement agressant pour les personnes autistes. Mais on va s'entendre, ça peut être agressant aussi pour tout le monde d'être exposé à une lumière. Travailler sous un néon, là. Exactement, travailler sous un néon. Puis parfois, on se retrouve avec ce type d'environnement-là. Donc, pensez par exemple une lumière plus chaude dans une entreprise, ça crée un environnement, en fait, qui va être profitable, c'est nécessaire, c'est utile en fait pour tous, mais nécessaire pour les personnes autistes. Donc ça, c'est un exemple. Même chose, par exemple, de penser une entreprise avec un espace qui permet à quelqu'un de se retrouver dans un environnement où le niveau de son va être un peu plus faible. Hein? En entreprise, ça circule, ça bouge. Des fois, on peut avoir des modes de production qui sont bruyants. Quand on réfléchit, par exemple, la conception de tâches d'un appareil de façon à réduire le bruit qui est dégagé, ou encore qu'on réfléchit à comment, dans l'environnement de travail, la salle de repos, par exemple, peut vraiment être une salle de repos où on est coupé du son, par exemple, du reste de l'entreprise. Bien, ça, c'est un élément qui va être positif pour tout le monde, mais qui peut être nécessaire pour une personne autiste. Donc, c'est ce type de réflexion-là qu'il faut avoir sur différents points. Que d'adapter le milieu pour eux, mais en vrai, ce qui est bon pour eux, il l'est pour les autres aussi, dans le sens où... Puis ça les fait sentir plus inclus aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des mesures d'adaptation qui sont faites que pour eux, mais qui sont aussi bénéfiques à tous, comme tu le dis. Exactement. En fait, on évite de cette façon-là un peu les mesures stigmatisantes. Exact. Un autre exemple que je pourrais donner, en fait, qui est peut-être un exemple un peu plus commun, qu'on se représente plus facilement, bien, quand on se déplace dans un lieu public, il y a des lieux, par exemple, où on va avoir des escaliers, on va remplacer l'escalier, où il va y avoir une rampe plutôt qu'un escalier. Bien, la rampe est utile pour tout le monde, mais essentielle pour la personne en fauteuil roulant. Donc, on va penser un peu en entreprise ce même type de logique-là, de façon à permettre au plus grand nombre de pouvoir s'inclure. Sachant très bien que parfois, il y a des tâches qui vont nous être accessibles ou pas, selon nos caractéristiques. Moi, je suis professeur à l'université. Il y a des tâches que je peux clairement pas faire dans une entreprise parce que j'ai pas ces talents-là, cet Mettez-moi pas au intérêt-là. département de comptabilité, là. Voilà, par exemple. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Il faut y aller avec les intérêts, les forces des personnes aussi, non pas dans une logique où on se dit que tout le monde peut tout faire, mais en trouvant une façon de lier les intérêts des personnes aux caractéristiques, puis de s'intéresser plutôt aux obstacles dans l'environnement et à la réduction des obstacles de l'environnement pour permettre à la personne d'être un travailleur efficace, utile, puis reconnu dans son milieu. Fait que pour toi, en vrai, on parlait d'entreprise sociale, que tu travailles beaucoup aussi avec des OBNL, des choses comme ça, mais c'est possible d'être une entreprise privée qui fait l'embauche de travailleurs neuroatypiques, puis qui ne met pas en jeu sa rentabilité, en réalité. Là, comme tu disais, c'est pas un ou l'autre, ça peut facilement être les deux. Puis les choses qu'on va devoir adapter pour eux, ben en vrai, l'ensemble de l'entreprise va y bénéficier aussi. Ce ne sera pas un caprice pour ces personnes-là. Ça va être vraiment un avantage finalement de plus pour l'ensemble des employés et non que pour eux autres, en fait. Effectivement. Embaucher une personne en situation de handicap, c'est pas faire la charité. C'est une occasion d'affaires. C'est une occasion d'affaires dans le sens où il y a un bénéfice que l'entreprise peut tirer. Donc, effectivement, l'enjeu, en fait, quand on a une compréhension des caractéristiques des personnes, puis qu'on pense à un environnement de travail de façon inclusive, ça peut réellement être une plus-value pour l'entreprise. Et c'est ça qu'en fait nous ramènent les employeurs qui ont procédé à l'embauche de personnes en situation de handicap, c'est qu'il y a des bénéfices pour l'entreprise. Un autre exemple concret là, que je peux donner... Je me permets de t'arrêter parce que il y a de quoi qui me gosse dans ça, en réalité, où ce que... Tu sais, nous, on en fait de l'embauche comme ça, puis on a un plateau de travail, puis à chaque fois qu'on me demande est-ce que le plateau est rentable, est-ce que
j'ai pas la réponse à cette question-là, puis je la mesure pas non plus. Dans le sens où j'ai l'impression, à moins que inconsciemment, ce soit réellement une occasion d'affaires, comme tu dis, puis qu'on le fait pour ça, mais j'ai vraiment l'impression que chez nous, on le fait pour eux, mettons. Mais est-ce que, comment que vous arrivez à faire en sorte que, justement, vous n'allez pas intégrer des travailleurs, faire des efforts pour que ça fonctionne, puis qu'en réalité, vous réalisez que c'est juste une occasion d'affaires, puis que les individus, l'entreprise... On bénéficie pas. La motivation soit plus financière que pour le côté développement social. C'est ça. Comment que vous arrivez à faire le trait? Parce que tantôt, tu disais aussi que, tu sais, sur une carte, mettons, en lien pour des clients, pour la clientèle, ça paraît bien, mais comme moi, je veux jamais que les gens qu'on embauche deviennent des mascottes pour l'entreprise. Tu sais, c'est l'inverse qu'on veut. Puis des fois, tu sais, c'est un peu délicat, justement, de comment qu'on va en parler. Puis des fois, on se fait dire, ben vous en parlez pas, vous devriez. Puis des fois, on en parle, puis on se dit, ben là, comme, vous devriez pas en parler autant, parce que là, c'est comme... Fait que comment on trouve l'équilibre comme entrepreneur qui veut intégrer de bonne foi, puis à l'inverse, comment qu'on fait attention pour pas que ce soit comme du cheap labor ou genre comme une opportunité pure et dure, tu sais, puis vous... Même une technique de marketing, à la limite. C'est ça, puis à l'inverse, comment vous arrivez à filtrer justement l'entreprise qui est comme hey, « moi, je veux avoir du cheap labor, let's go », versus celle qui veut vraiment qui a un désir d'intégration. Oui. Bien, puis l'expression de cheap labor est importante. Puis, par exemple, les notions de plateau de travail qui sont connues notamment dans certains types de milieux, c'est des approches qui sont appelées à évoluer. Parce que souvent, le plateau de travail, c'est une logique où les personnes vont recevoir ce qu'on appelle une allocation de fréquentation, c'est-à-dire un montant qui va reconnaître leur participation à des activités de travail. Et à ce moment-là, on ne s'attend pas nécessairement à un niveau de production qui est le même attendu qu'un travailleur typique. Oui, tu as raison, parce que ces gens-là, comme dans le plateau de travail, par exemple, effectivement, sont plus là pour leur... pas pour s'occuper, mais c'est un type de fréquentation qui est un petit peu différent que ceux qui sont en plein emploi, subventionnés ou pas, parce que là, réellement, on a des attentes similaires à un autre. Puis toi, ton objectif, en fait, c'est de faire en sorte, de ce que je comprends, pas d'éliminer les plateaux de travail, mais de faire en sorte qu'il y ait de plus de gens qui se dirigent vers un emploi, subventionné ou non, dans lequel ils vont être appelés à rendre comme n'importe qui d'autre, puis qui ne seront pas mis justement comme sur un... Comme, ben eux sont différents, fait qu'eux, ils sont pas payés comme les autres, ils n'ont pas besoin de performer comme les autres. Tu sais, comme, en réalité, est-ce que tu crois que 100%, à peu près 100% des personnes neuroatypiques peuvent, dans un milieu favorablement... comme dans un milieu qui est favorablement comme adapté, peuvent se retrouver dans une situation d'emploi? Bien, en fait, il faut que toutes les personnes qui le souhaitent puissent avoir la possibilité, du moins, d'aller vers cette opportunité-là. Bien, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement... il y a des gens qu'on connaît qui travaillent à temps plein, d'autres à temps partiel. Il y a comme tout le monde, dans le fond. Effectivement, il y a des gens qui souhaitent s'engager davantage dans des activités de bénévolat. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. L'idée étant pas de se dire, voilà, il y a juste un modèle, puis ce modèle-là, c'est celui qui est idéal et tout le monde doit aller dans cette direction-là. Effectivement, là, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'on s'inscrive dans quelque chose qui est gagnant-gagnant pour l'entreprise, l'ensemble de ses employés, les personnes qui sont directement concernées. Il ne faut pas que ce soit dans une logique, effectivement, où il y a quelque chose qui est fait aux dépens des personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne, par exemple, qui a une occupation du temps, on va parler d'occupation du temps qui est significative. Un emploi, par exemple, bien, le matin, je vais travailler, j'ai un rôle social, c'est quelque chose qui est valorisé, qui est valorisant. Ce qu'on se rend compte, c'est quand il y a quelque chose comme ça qui s'installe dans la vie d'une personne, bien, c'est lié aussi, là, il y a toutes sortes d'éléments de trajectoire dans sa vie qui vont être impactés positivement. Si j'ai accès à un emploi, bien, ça favorise mon accès à un logement également, ça favorise l'accès aux loisirs, je développe aussi une confiance, toutes sortes de bénéfices qui vont être là. Donc ça, c'est bénéfique pour la personne. Pour l'entreprise, évidemment, bien, le modèle économique étant celui qui est, il faut maintenir une certaine rentabilité, mais il faut penser aussi aux bénéfices pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Donc, si moi, mon collègue, c'est une personne qui est neuroatypique, bien, comment cette relation-là entre collègues de travail aussi évolue positivement, puis nous permet de part et d'autre aussi de pouvoir tirer un profit humainement intéressant de cette relation-là. Donc, effectivement,
Quand je dis que c'est une occasion d'affaires, c'est parce qu'il y a des bénéfices au sein de l'entreprise qui vont être là, qui sont importants, puis qui sont intéressants, puis qui ne sont pas nécessairement des bénéfices toujours de nature économique. Et l'exemple que je veux donner là-dessus, c'est notamment sur le plan de la communication. Donc, parfois, avec des personnes neuroatypiques, on va ajuster nos modes de communication pour s'assurer d'être bien compris, d'être bien entendu, que l'information circule rapidement, puis efficacement, qu'elle soit claire. Mais encore une fois, c'est un élément qui va être bénéfique pour tous les employés aussi. Donc, le chef d'entreprise qui ajuste sa communication pour les personnes neuroatypiques, bien, va probablement aussi avoir des bénéfices dans sa communication avec l'ensemble de ses employés. Donc, créer un contexte comme celui-là, bien, c'est aussi un contexte qui est propice puis favorable au développement des affaires. Si on fait plus attention avec, mettons, une personne neuroatypique, bien, officiellement, de faire attention avec les employés neurotypiques, c'est bon aussi, tu sais. Oui, il y a plus un climat de confiance. Puis j'imagine, en termes d'entreprise ou d'organisation ou d'organisme qui s'intègrent là-dedans, on voit aussi le troisième pilier du développement durable, mais c'est aussi le côté social. Fait, nécessairement, il faut que ça s'intègre dans les valeurs de l'entreprise, d'aller, c'est pas tout le monde. Ça peut être accessible à tous, j'imagine, d'avoir ce genre d'employés-là, mais c'est pas nécessairement la volonté de tout le monde. Fait, comment qu'on voit ça au niveau, en termes d'entreprise? C'est quoi leur volonté, leur vision aussi avec... Bien, je pense que la mission et la vision, les valeurs qui sont portées par l'entreprise, ici, vont faire vraiment toute la différence. De là aussi, les liens étroits entre le développement durable et le développement social, puis les entreprises qui sont vraiment dans ce secteur-là, qui généralement, bien, pour plusieurs d'entre elles, du moins, vont porter cette volonté-là de justice sociale, où là, à la fois de combiner, en fait, ces enjeux-là, bien, ça s'incarne aussi dans des valeurs là, qui sont promues puis qui sont mises de l'avant par l'entreprise. Donc, ça devient aussi un modèle, un microcosme, finalement, où il y a quelque chose qui est... comment je dirais, qu'il y a une certaine cohésion qui va se créer parce qu'on met de l'avant, en fait, ces valeurs-là de justice sociale, puis à la fois là, de justice environnementale. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces valeurs-là de l'entreprise. Il y a des valeurs, des notions de bienveillance qui sont là, qui sont extrêmement importantes. Je pense qu'il faut le faire en considérant les personnes pour ce qu'elles sont et non pas parce qu'on s'imagine qu'économiquement, il va y avoir une rentabilité supérieure parce que, par exemple, on va payer moins cher les personnes. C'est pas du cheap labor. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Après, bien, derrière, il faut mettre aussi les mécanismes en place, notamment au niveau de l'apprentissage des tâches. Si j'embauche une personne qui a une déficience intellectuelle ou autiste, qui a des besoins importants, bien, ça se peut que ma façon de former puis le temps qui est nécessaire pour que la personne devienne performante sur son poste de travail peut être un peu plus long. Donc là, bien, il y a des méthodes, il y a des approches qu'on travaille notamment chez Unirecycle, dans différentes entreprises, pour venir justement tenir compte de ce temps d'apprentissage-là, puis mettre en place aussi une méthode d'apprentissage qui va être adaptée aux caractéristiques des personnes. Puis ça m'amène un peu, le filtre doit se faire à ce niveau-là, en réalité, dans le sens où l'entreprise qui voit ces travailleurs-là comme une opportunité d'affaires va probablement s'arrêter au moment où il va se dire « OK, j'ai un devoir envers eux aussi, moi, là, comme entrepreneur, comme entreprise, comme employeur, de dire « Je t'embauche, mais je me dois de te former correctement pour que tu puisses faire ton travail de façon adéquate, puis ben, la formation va devoir être adaptée. » Fait que, veux pas. Puis encore là, les employés réguliers en bénéficient également, mais il faut vouloir le faire, ce bout-là. Parce que si on veut pas le faire, on n'y arrivera simplement pas. On n'y arrivera pas, ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Puis ça va être un échec à la fois pour l'entreprise, puis à la fois pour la personne aussi. Donc là, tout le monde va être perdant à ce moment-là. Moi, dans ce que j'observe, la plupart des entreprises qui choisissent d'embaucher une personne en situation de handicap ou une personne qui a des besoins un petit peu plus importants, les gens le font généralement de bonne foi. Là. Je pense que c'est des exceptions là, où c'est fait de mauvaise foi. Et quand c'est fait de bonne foi, je pense que là, c'est souvent le regard qu'on va poser sur la personne qui va faire la différence. C'est-à-dire que si on se met à tolérer des comportements qui ne sont pas acceptables en milieu de travail, si on infantilise la personne, si on se place dans une logique finalement que moi j'appelle la charité, ou qu'on le fait un peu comme si on était on posait un regard de charité sur la personne, mais là c'est comme si on vient discréditer aussi la personne et on diminue nos exigences. Parce qu'un tel on n'a plus une relation égalitaire, vraiment. Exactement.
il y a une supériorité un peu qui s'amène là-dedans. Là. C'est ça. Donc, ça devient d'autant plus important d'avoir des attentes qui sont claires, d'ajuster le soutien qu'on va mettre en place, mais ne pas diminuer les objectifs pour autant. Peut-être que le chemin pour atteindre ces objectifs-là va être un peu sinueux, va être différent de celui qu'on connaît habituellement avec les autres employés. Peut-être qu'il va être plus long, mais on va mettre en place un soutien qui est ajusté aux caractéristiques des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est toujours, on pense, l'environnement de travail, les caractéristiques de la personne, puis le soutien entre les deux pour qu'on puisse se C'est vraiment rencontrer. intéressant parce que, encore là, tu sais, on en a, nous, en emploi, tu sais, qui sont un emploi régulier, non subventionné. Puis, tu sais, on a vu le parcours que la personne a fait, puis on dirait que, justement, il y a le piège de comme se dire, ah, ben, il a tellement parcouru que, bah, son erreur est pas grave, tu sais. Ouais. Mais en vrai, c'est un peu de nuire de faire ça parce que c'est comme si, justement, comme tu dis, on veut être compréhensif, mais en vrai, si la personne s'est rendue en emploi régulier, c'est parce que techniquement, elle y arrive. Donc, veut pas, nos attentes doivent être de niveau égal à un autre employé. Puis aussi, je pense que dans le contexte d'un climat de travail, si tous ses collègues savent que cette personne-là est neuroatypique, là, s'ils savent aussi qu'on a des attentes inférieures par rapport à ce que les autres doivent faire, mais je pense que c'est de mettre cette personne-là un peu on the spot, dans le sens où, ben là, elle est différente, en quelque sorte. Les patrons sont plus compréhensifs envers cette personne-là. Puis qu'en vrai, c'est un peu de la mettre... C'est ça, un peu on the spot, puis ça fait en sorte, au final, que les conditions sont plus favorables à son développement. On vient comme un peu de régresser à ce moment-là. Oui, puis on crée de l'injustice aussi, Ouais. hein, un sentiment d'injustice aussi qui peut apparaître à ce moment-là entre les employés. Donc, c'est important d'avoir des attentes qui sont claires, qui sont bien exprimées, que la possibilité d'apprendre ce qui est nécessaire pour occuper l'emploi est là. En même temps aussi, il faut, puis ça c'est un volet je pense qui est extrêmement important, pour une entreprise qui porte cette volonté-là d'inclusion, il faut aussi s'assurer de pas laisser en arrière aussi l'ensemble des employés qui ne connaît peut-être pas les caractéristiques des personnes neuroatypiques, qui a peut-être pas dans son environnement la possibilité ou l'occasion d'avoir des personnes neuroatypiques. Donc, il faut aussi former les autres employés à, ben, c'est quoi les caractéristiques des personnes neuroatypiques et comment on peut être un milieu de travail inclusif. Et ça, souvent, c'est un élément qui est demandé parce que c'est indispensable. Bien, je suis super contente que tu abordes ce sujet-là parce que j'avais une question en tête qui me disait, tu sais, autrement, bon, ben que tu dis, ils sont beaucoup plus fidèles à l'employeur ou à la marque employeur, mais autre que ça, c'est quoi les autres retombées positives d'avoir des personnes neuroatypiques à l'intérieur, tu sais, comme collègues de travail? Ça a comme quelles répercussions là, dans la... Je sais pas, dans l'ambiance de travail ou c'est quoi la relation qu'ils ont avec leurs collègues? Bien, si on a accompagné l'équipe de travail à comprendre c'est quoi, pourquoi, comme entreprise, on a envie d'être une entreprise inclusive, si on a accompagné aussi l'équipe de travail à découvrir les caractéristiques des personnes neuroatypiques, bien là, c'est toute la richesse de la diversité qui va venir s'installer puis qui peut être vraiment une plus-value. L'innovation dans une entreprise, elle naît de quoi? Elle naît justement de cette diversité-là, des possibilités finalement que chacun peut avoir de s'exprimer, de prendre une certaine place. Donc, c'est beaucoup là, les éléments qui sont beaucoup mis de l'avant. Ça va être les éléments liés à la cohésion, liés à l'apport finalement. Il y a des collègues de travail là, dans certaines études là, qui vont, entre autres, nommer justement le sentiment de fierté d'avoir un collègue de travail neuroatypique qui vont parfois soutenir sur des éléments spécifiques. La reconnaissance, par exemple, de certains collègues neuroatypiques. On a souvent cette image-là, puis je ne veux pas l'utiliser de façon caricaturale, mais il y a parfois des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vont exprimer énormément de reconnaissance envers leurs collègues de travail, envers leur milieu de travail. Donc, cet environnement-là est positif. Je donne souvent cette anecdote-là qui, à mon sens, là, est intéressante. Un jour, je suis dans un milieu de travail et on me dit, ben vous savez, ici, on a quelqu'un qu'on a embauché qui a une déficience intellectuelle, qui travaille à temps partiel. Et cette personne-là, quand elle vient travailler, tout le monde est content de la voir. Tout le monde l'aime. Donc, juste si on s'arrête sur cette phrase-là, quel employé est aimé de tous ses collègues de travail? C'est quand même assez rare. Et là, on pourrait se dire, ben c'est anecdotique, puis effectivement, là, c'est une anecdote, mais c'est cette idée-là de dire aussi que la présence d'une personne, parfois, elle vient créer quelque chose sur le climat qui peut être extrêmement positif et intéressant. On dirait que ils ont tellement une fierté, justement, une reconnaissance d'avoir été intégrés. Oui. Qu'ils traînent avec eux, comme s'il y a une poudre magique qui les suit des fois, ou que, si on en a un, ou que, tu sais,
quand il part, ben, on est comme tout, ben, bonne journée, tu sais, puis comme à la hauteur de son éclatance, mettons à lui, Ouais. je sais pas si c'est un mot éclatance, là, mais la personne est éclatante, donc Ouais. les réactions le sont, puis comme ça laisse ça derrière à ceux qui parfois ont peut-être un peu moins de pep, mais tu sais, quand que c'est le temps de partir, ben là, tout le monde est comme sur cette vibe-là, puis ça vient comme changer un peu le ton de la journée parfois pour certains. Puis, tu sais, on en a une autre ici, là, puis je veux pas trop parler de nos expériences chez Universique, mais on en a une qui, tu sais, est comme vraiment, comme tu dis, contente, tu sais, puis elle exprime beaucoup, puis d'avoir la chance de pouvoir être intégrée, puis tout ça, puis qu'elle est heureuse ici, puis que ça n'a jamais été le cas ailleurs, puis qu'ici elle est acceptée, elle sent pas qu'elle a besoin qu'elle a besoin comme d'être différente. C'est drôle parce qu'elle le nomme comme ça. De comme, tu sais, chez Université, j'ai pas besoin d'être différente, mettons, je peux être moi-même. Fait que, tu sais, je pense de vraiment, c'est ça, les faire sentir comme chez eux, comme n'importe qui d'autre, au final, c'est une belle preuve d'intégration. Mais à l'inverse, comme une entreprise qui nous écoute en ce moment, puis qui là, est comme, ça fait une demi-heure qu'on parle de les intégrer, puis là, il est comme, OK, je veux le faire, là. Comment on fait? Comment on fait? On part où? On s'en va où? On appelle où? Tu sais, parce que c'est pas une annonce, comme je dis, une annonce d'emploi normale, c'est pas nécessairement ça qui va être un facteur favorable pour engager un travailleur neuroatypique. Donc, comment qu'on s'y prend? Bien, la première étape, un des premiers éléments qui est important, c'est faut se dire que pour inclure, il faut d'abord être inclusif. Donc, et souvent, c'est cette première étape-là qui est oubliée par les entreprises. C'est-à-dire que, de bonne foi, les entreprises disent, ben c'est bon, nous, on y va, donc on va embaucher quelqu'un. Mais avant de procéder à cette embauche-là, toujours important de faire une évaluation, une analyse du milieu de travail. Qu'est-ce qui, dans notre environnement de travail, finalement, nous permet d'être inclusif? Est-ce qu'on a déjà des atouts, des leviers qu'on peut utiliser sur cette base-là? Il y a des outils qui existent, entre autres, là, qui sont inclus. Il y a un outil, en fait, justement, d'évaluation de l'inclusion du milieu de travail qui existe, qui est un outil là, qui est disponible, là, qui peut être retrouvé en ligne, qui nous permet justement d'évaluer cet environnement de travail-là. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans l'entreprise? Est-ce que c'est en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, avec la mission de l'entreprise? Est-ce que les travailleurs qui sont là, est-ce que c'est des travailleurs qui ont des caractéristiques qui nous disent que cette ouverture-là serait présente dans l'entreprise? Donc, il y a plusieurs éléments comme ça. Les lieux physiques. Hein, si on pense inclure, ben, parfois, si j'ai une personne qui a des enjeux sur le plan de la mobilité, est-ce que l'accès physique est déjà possible? C'est déjà un point important. Fait qu'il y a des éléments comme ça qu'il faut considérer. Il faut aussi, selon la taille de l'entreprise, réfléchir vraiment au niveau des ressources humaines. Est-ce que j'ai, au niveau des ressources humaines, une personne qui a cette capacité-là de jouer un rôle en soutien à l'inclusion? Nous, on parle souvent d'intervenants, équité, diversité, inclusion dans les entreprises. Et j'aime beaucoup cet exemple-là là, qui vient d'une collègue, Sylvie Dallaire, avec qui je travaille, qui donne toujours l'exemple, en fait, d'un service des ressources humaines. Hein. Si on retourne il y a 50 ans, il n'y avait pas nécessairement de service des ressources humaines dans les entreprises. Et puis finalement, ben, le comptable faisait l'embauche et les payes, et c'était ça, les ressources humaines. Alors qu'aujourd'hui, on n'envisagerait pas une entreprise sans service des ressources humaines parce que la formation, la sécurité, tout ça, ça va de soi. Ben, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec la pluralité de notre société, avec la diversité qui vient du handicap, mais qui peut venir aussi de toute autre situation, la personne immigrante qui arrive, la prise en compte de la diversité dans les entreprises est nécessaire et on peut s'imaginer que au niveau des ressources humaines d'une entreprise, d'avoir un acteur qui porte justement l'équité, la diversité, l'inclusion, non pas pour cocher des cases là, puis répondre à des standards, mais vraiment pour en faire une promotion, appuyer, soutenir l'entreprise, bien ça, c'est un élément également qui peut être tout à fait gagnant. Et c'est quelque chose qui se développe, je dirais même en milieu universitaire, je pense qu'on développe aussi les connaissances pour former des professionnels à jouer ce rôle-là. Moi, je forme des psychoéducateurs, je pense qu'il y a des psychoéducateurs en entreprise qui viennent soutenir l'inclusion, l'inclusion, la diversité. Je pense que ça fait partie des professions d'avenir. Puis, comme tu disais tantôt,
ça va pas seulement bénéficier aux travailleurs neuroatypiques, là. Officiellement, d'intégrer, de promouvoir la diversité et tout ça, je pense que c'est bon à tous les niveaux. Autant, comme tu dis, les personnes qui sont immigrantes, qui peuvent avoir l'impression d'être un peu mis à part à cause qu'il y a peut-être une barrière au niveau de la langue, toutes ces choses-là. Fait qu'officiellement, je pense que effectivement, ça pourrait être un beau métier à intégrer, je pense, puis dans une entreprise d'une certaine taille, mettons, ben, au lieu d'engager, mettons, une personne qui va faire les payes, mettons, justement, pour les ressources humaines, ben, ça peut être une personne qui va gérer cet aspect-là. Ça va ouvrir la porte, justement, potentiellement, à l'inclusion de certains travailleurs qui peuvent être potentiellement neuroatypiques. Oui, absolument. Puis il faut se dire aussi que dans chacune des régions du Québec, il y a des organismes spécialisés en emploi qui viennent soutenir l'inclusion en emploi. Donc, vers qui se tourner aussi? On peut se tourner vers ces organismes-là, les CEMO notamment, là, dans les différentes régions du Québec, qui parfois là, peuvent jouer un rôle extrêmement important pour soutenir l'embauche de personnes en situation de handicap. Et là, ben, il existe toutes sortes de programmes financiers également là, qui peuvent venir soutenir cette embauche. On peut appeler le CEMO, en fait, puis ça... Ils nous disent s'il y a un fit, quoi? Comment ça fait? Bien, il y a une porte d'entrée qui est souvent, et là, c'est différent selon les régions, là, donc tout dépendant, les gens qui nous écoutent sont dans quelle région, ça va être un peu différent, mais généralement, il y a des organismes de soutien en emploi qui vont être là. Les CEMO vont pouvoir soutenir, vont pouvoir aider pour permettre justement de faire ce lien-là entre un travailleur qui a potentiellement un intérêt ou une motivation à travailler dans le secteur d'emploi qui est proposé par l'entreprise. Ces ressources-là, j'imagine, sont hyper pertinentes parce que c'est une fois que l'entreprise ou l'organisation a fait cette rétrospective-là, savoir si elle est capable d'intégrer, bien, ça doit comporter aussi quelques défis si elle n'est pas prête pour s'adapter. Oui, et c'est ça qui devient extrêmement important. Je pense que les entreprises doivent commencer par ce travail-là. L'aspect tangible, c'est le jour où on embauche quelqu'un neuroatypique. Là, évidemment, on a l'impression d'atteindre un objectif, mais c'est tout le travail qui précède ça qui devient important. Je pense notamment aux entreprises qui développent des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles techniques de travail, bien, de réfléchir aussi le développement de nouveaux procédés dans une logique inclusive, ça devient extrêmement intéressant. Et c'est là, notamment, où là, on a des projets de cette nature-là, où on peut penser, par exemple, le développement d'un nouveau procédé dans une entreprise, mais de le faire de pair avec, par exemple, une personne autiste qui, elle, peut nous sensibiliser aux éléments de la méthode de travail. Aussi c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai deux questions depuis tantôt qui me restent à l'esprit. Je t'ai nommé, puis on répondra l'une après l'autre ou on en répondra juste à une, peu importe, mais premièrement, est-ce que l'inclusion s'adresse à toutes les tailles d'entreprise? Est-ce que tu l'as vu dans toutes les tailles d'entreprise? Puis, de l'autre côté, est-ce qu'il y a un handicap ou une certaine différence au niveau neurologique qui est plus difficile à intégrer, que toi, tu as vu que c'est un défi réel, mettons, pour une entreprise qui... Puis est-ce qu'on peut le nommer, ça? Puis est-ce que, mettons, une entreprise qui se dit « Ah, moi, je me sens prête, justement, à en faire plus que les autres, je m'adresserais directement à l'embauche de ce type de personnes-là. » Y a-tu... Là, on a les deux questions, En termes de taille d'entreprise, je pense que c'est possible dans des entreprises de différentes tailles. Évidemment, les tâches, ce qui est attendu va s'ajuster. Moi, j'ai vu autant l'inclusion de personnes en situation de handicap chez des toiletteurs canins que dans des très grandes entreprises, dans des entreprises du milieu culturel aussi. Donc, tout va dépendre de la tâche, de l'intérêt de la personne pour la tâche, puis comment on la prépare bien à utiliser à occuper cette tâche-là. Donc, je pense qu'on peut le considérer dans différentes tailles d'entreprise. Ça, à mon avis, là, je pense que c'est possible. Après, je dirais les obstacles que j'ai vus sont pas tant liés aux caractéristiques des personnes qu'à la nature du travail, par exemple. Si par exemple, les tâches de travail, les milieux là où j'ai vu le plus de difficultés, c'est des milieux, finalement, où il y a des procédures qui sont parfois très, très, très rigides pour différentes raisons, où, par exemple, on doit avoir une adaptabilité qui est très, très, très rapide. Des fois, ça peut poser des défis plus importants, mais
il y a la nature de la tâche, mais ce qui est le plus grand frein, ça restera toujours les attitudes à l'endroit des personnes. C'est si on a des attitudes positives, bien, parfois la personne est dans un poste, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. On est capable de la projeter dans un autre poste, par exemple, si la taille de l'entreprise le permet. Mais si l'attitude à l'endroit de la personne est négative, on ne reconnaît pas ses capacités, on va souvent parler de présomption de compétence. Donc, chacun d'entre nous, on est compétent dans quelque chose. La personne en situation de handicap aussi. Donc, si on a une présomption de compétence, bien, on va se mettre à l'affût de quelle est cette compétence-là et comment cette compétence-là peut être mise au service de l'entreprise. Donc, c'est là que je vais voir les plus grands obstacles généralement. OK. Puis, au niveau de... on parle beaucoup de l'handicap. Là, tu sais, en vrai, nous, le terme qu'on utilise, c'est déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Mais handicap inclut aussi le volet handicap physique. Ouais. Est-ce que toi, tu touches également à ce volet-là ou si on est vraiment plus dans la portion au niveau des neurones, si on veut? Là, comme... Bien, moi, j'ai fait le choix de me spécialiser un peu plus au niveau de la déficience intellectuelle et de l'autisme pour des personnes qui ont des grands besoins. Donc, les personnes qu'on considère généralement les plus éloignées du marché du travail. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais effectivement, le mot handicap est beaucoup plus large. On va souvent entendre l'expression, situation de handicap. Puis pourquoi on parle de situation de handicap? Bien, si un jour dans votre vie, vous êtes retrouvé en béquille devant des escaliers, vous étiez à ce moment-là en situation de handicap. C'est-à-dire qu'une situation de handicap, c'est mes caractéristiques en interaction avec un environnement qui n'est pas adapté, qui, là, va me placer en situation de handicap. Donc, effectivement, ces situations-là peuvent être temporaires, peuvent être permanentes. La personne, par exemple, qui est en fauteuil roulant, mais on peut penser effectivement, là, on va parler des handicaps plus de type moteur. Il y a tout le volet sensoriel également, des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau de l'audition, au niveau de la vision. Il y a le volet cognitif qui est là. Donc, parfois, il y a des handicaps qui vont être plus visibles. On va parler parfois de handicap invisible. Donc, notamment, la personne autiste, bien, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais repérer, contrairement à la personne qui est en fauteuil roulant où là, ça s'impose aussi. Fait qu'il y a de la diversité au niveau du handicap aussi, même là. Je comprends. Puis, en vrai, il y a un besoin d'adaptation aussi dans cette sphère d'handicap-là. Mais est-ce que, selon toi, le handicap physique, dans le fond, a un besoin d'adaptation aussi grand? Exemple, là, c'est peut-être en dehors de ta sphère, mais c'est parce que je faisais la réflexion de comme... En réalité, nous, on a intégré beaucoup de personnes neurodivergentes, mais dans la sphère de handicap, on n'a jamais été dans le handicap physique. Puis pourtant, on a tout ce qu'il faut, à mon avis, pour le faire. Fait qu'est-ce que c'est parce que souvent, ces gens-là vont se retrouver, vu qu'ils n'ont pas de limitation fonctionnelle au niveau neurologique, ils vont se retrouver dans des emplois plus réguliers, quoi? Comment que... Bien, tout dépend, en fait, de la nature de l'adaptation. Si, par exemple, on a une personne qui est en fauteuil roulant, où là, l'adaptation devient une adaptation essentiellement physique des lieux, bien là, penser l'adaptation, par exemple, d'un poste de travail, d'un bureau, bien là, quand l'adaptation est là, quand l'accès aux espaces communs est là, que la personne, finalement, sur le plan social, interagit, que ça va bien, c'est sûr que les défis peuvent être un petit peu moins... Sans les minimiser, c'est des défis, en fait, où on peut trouver une réponse, puis la réponse bien, peut être permanente si l'état de la personne n'évolue pas. Tandis que quand on parle de personnes neuroatypiques, bien, selon le vécu à l'extérieur de l'entreprise, des fois, il peut y avoir un impact sur ce qui se passe dans l'entreprise à ce moment-là. Donc, il peut y avoir une intensité de soutien qui est plus importante, puis qui peut parfois être un petit peu plus variable dans le temps. Mais je dis ça vraiment sans sous-estimer tous les défis que rencontrent aussi les personnes qui ont, par exemple, une déficience physique. Un exemple là, très fréquent sur le plan moteur, par exemple, bien, moi, si j'ai un handicap moteur et là, ça va bien pour me rendre à mon bureau, mais là, c'est la période de Noël. Puis là, on a installé les décorations de Noël, puis là, j'arrive, puis là, subitement, on a pensé bien faire, on a mis le sapin de Noël à un endroit. Puis c'est ton passage, là. Donc, c'est pour ça que c'est des éléments comme ça qu'il faut parfois réfléchir. Au moment du COVID, bien, vous saviez, on avait tous des purelles à l'entrée de chacun des magasins. Parfois, on avait des dispositifs à purelle à actionner avec les pieds pour se désinfecter les mains. Pas très pratique, ça, quand on est en fauteuil roulant. C'est clair. Alors qu'il y a des éléments comme ça. C'est pour ça que ça devient comme un mode de réflexion qu'il faut avoir, puis de réflexe de penser cette accessibilité-là. Puis je suis contente qu'on revienne un peu sur le sujet de tes recherches, justement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Sur quoi tu veux aller te reconcentrer sur le futur?
où est-ce qu'on va s'en aller? Ben moi, je suis. Où est-ce qu'on s'en va, du moins, ce que je souhaite? Moi, je suis content d'être ici puis qu'on lit la question du développement social, du développement durable de façon étroite. Moi, ce que je souhaite, du moins sur le plan de la recherche, c'est qu'on puisse travailler de concert aussi des chercheurs qui sont davantage dans le domaine social comme moi, mais aussi des chercheurs qui sont plus dans le champ des sciences naturelles et du génie. Parce que quand on réussit à mettre ensemble ces expertises-là, des expertises qui sont liées parfois à la conception des méthodes de travail, qu'on vient lier ça aussi avec une compréhension, par exemple, de l'apprentissage, de l'éducation spécialisée, de l'inclusion en emploi, bien là, on est en mesure, je pense, de créer l'entreprise de demain qui va être une entreprise capable d'inclure des personnes avec une diversité de profils, puis une entreprise aussi qui est à la couleur de la pluralité de la société. Fait que moi, ce que je souhaite, c'est vraiment ce rapprochement-là le plus étroit possible entre chercheurs de différentes disciplines. Ça m'amène quand même un volet qu'on pourrait aller quand même un peu à l'explorer, dans le sens où tu dis justement là, l'entreprise de demain et tout ça, mais il y a certainement des entreprises qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Est-ce qu'on a des moyens de prendre contact avec toi? Est-ce que tu as des exemples de projets que tu as faits en entreprise qui pourraient donner des idées à ces entreprises-là qui nous écoutent? On pourrait-tu faire un petit bout là-dessus? Oui, bien absolument. Puis les gens qui veulent en apprendre davantage, je vous disais tout à l'heure, là, c'est la chaire Autodétermination et handicap. Donc, le mot-clé, c'est autodétermination. Okay. Donc, vous allez sur notre site Internet qui est autodétermination.ca. Okay. Et là, vous allez voir les travaux qu'on mène dans le secteur plus qu'on appelle socio-professionnel, mais aussi sur d'autres questions qui sont importantes et qui sont liées, la question du logement, la question également de l'éducation, donc l'accès à l'école. Il y a des travaux qu'on mène là-dessus. Donc, les gens peuvent venir sur le site Internet, vont découvrir un peu plus là, les travaux qu'on mène à ce sujet-là. Puis effectivement, c'est toujours intéressant d'être en contact avec des entreprises qui ont ce souhait-là, cette volonté-là de développer une perspective plus inclusive pour leur entreprise. Et bien évidemment, nous, on cherche toujours à faire rayonner ces occasions-là et à la fois aussi de comprendre le succès. Parce que certains silences, réussissent. Toujours intéressant de comprendre quels ont été les ingrédients de ce succès-là pour mieux accompagner puis aider d'autres entrepreneurs aussi qui souhaitent faire la même chose. Parfait. Fait que, selon toi, en réalité, de faire de l'inclusion sociale, qu'on soit en réalité une entreprise de développement durable ou non, c'est du développement durable en soi. Je pense que oui, absolument. Parfait. Ben, écoute, on va souhaiter que les entreprises comprennent cette phrase-là, dans le sens où officiellement, c'est pas parce que on est une couturière, exemple, puis qu'on fait du textile qui est pas nécessairement bio, qu'on peut pas s'intéresser à l'environnement en décidant d'inclure des personnes qui normalement auraient un peu plus de difficultés. Merci pour tout ça. Pour moi, c'est pas une validation dans le sens où nous, on le fait déjà un peu chez Neurocycle, mais c'est de voir une autre perspective dans le sens où, officiellement, c'est beaucoup plus que je m'imaginais moi-même le fait d'intégrer ces gens-là dans un milieu de travail. Puis je pense que beaucoup d'entreprises gagnent à le faire, autant pour eux que pour les entreprises qui le feraient eux-mêmes. Donc, merci pour ça. C'était super enrichissant. Merci beaucoup. Puis de ce que j'en comprends, le mot-clé, c'est inclusivité. Exactement. Donc, on va espérer que des entreprises entendent ça puis qu'ils vont emboîter le pas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.